Tu es adulte, tu travailles, tu réfléchis, tu fais des choix. Du moins, tu le crois. Tu es libre, autonome, responsable. Tu te dis que ton passé est derrière toi, que tu avances, que tu construis. Et pourtant, certains jours, tu te surprends à réagir de manière excessive à une remarque banale. Tu sens cette colère monter, ou bien cette peur sourde qui te paralyse. Tu te tais, ou tu exploses. Et puis, plus tard, seul dans ton silence, tu te demandes: pourquoi ai-je réagi comme ça? Tu n'as pas de réponse claire, juste un malaise, comme une ombre au coin de la pièce. Maintenant, regarde bien autour de toi. Combien de décisions prends-tu réellement en pleine conscience? Combien d'entre elles sont dictées, en réalité, par un enfant que tu as oublié? Pas un enfant imaginaire. Toi, il y a longtemps. Il est là, tapi dans un recoin de ta psyché. L'enfant blessé, l'enfant affamé d'amour, l'enfant qui a appris très tôt à se taire pour ne pas déranger, à sourire pour ne pas être rejeté, à obéir pour mériter un peu de paix. Cet enfant n'a pas disparu, il n'a pas grandi, il n'a pas guéri. Il dort en toi, mais il se réveille à chaque fois que tu vis une émotion forte. Il prend le volant sans que tu t'en rendes compte. Et si ce que tu appelles toi, aujourd'hui, n'était qu'une version adulte d'un système de survie forgé dans l'enfance, on te dit souvent de laisser le passé derrière toi. On glorifie le détachement, la résilience, la croissance. Mais comment peut-on se libérer de ce que l'on refuse de regarder? Comment peut-on devenir soi-même si l'on ne sait même pas qui en nous parle quand on pense, ressent, agit? Voici le paradoxe. Tu crois être libre, mais tu es enchaîné. Pas par des lois, pas par la société, mais par les messages invisibles que ton enfance a gravés dans ton inconscient. Ce sont des phrases, des regards, des silences. Ce sont les jours où l'on ne t'a pas écouté. Ce sont les moments où l'amour t'était conditionnel, mérité seulement si tu étais sage, gentil, performant. Ce sont ces instants où tu as compris qu'exister pleinement était dangereux. Et maintenant, regarde ta vie. Pourquoi choisis-tu toujours le partenaire qui te rejette? Pourquoi évites-tu le conflit, même quand tu sais que tu as raison? Pourquoi travailles-tu jusqu'à l'épuisement pour être reconnu? Pourquoi as-tu peur d'être vu et peur de ne pas l'être? Pourquoi cette petite voix en toi te murmure-t-elle toujours que tu n'es pas assez? Ce n'est pas de l'auto-sabotage, c'est de la loyauté. Tu es fidèle à une version de toi-même qui ne voulait qu'une chose: survivre. Et cette survie, elle avait un prix. L'oubli. L'oubli de ton vrai-je. L'oubli de ton droit à l'erreur. L'oubli de tes besoins. L'oubli de ta voix. Mais rien ne disparaît vraiment. Ce que l'on refoule ne meurt pas, ça pourrit. Et un jour, tu te réveilles avec cette impression étrange que ta vie ne t'appartient pas, que tu joues un rôle que tu ne comprends plus, que tu es un adulte habité par un enfant qu'on n'a jamais écouté. Alors pose-toi cette question. Et si tu n'étais pas brisé, mais simplement figé dans le temps? Et si toutes tes contradictions, vouloir être aimé, mais fuir l'intimité, aspirer à la réussite, mais avoir peur du succès, chercher la paix, mais créer le chaos, étaient les échos d'un traumatisme ancien, d'un besoin fondamental non comblé? C'est là que tout commence, non pas dans le présent, mais dans cette chambre d'enfant, dans ces années muettes, dans ces gestes minuscules qui ont formé la base de qui tu crois être. Mais voilà la vérité dérangeante. Tant que tu ne reconnaîtras pas ce passé, il continuera à te contrôler. Pas comme un tyran visible, comme un fantôme que tu portes dans tes gestes, dans tes choix, dans tes peurs. La question n'est donc pas si ton enfance te contrôle encore. La question est: jusqu'à quand laisseras-tu faire? Ce n'est que le début. Ce que tu crois être ta vie consciente est peut-être un simple théâtre d'ombre, une pièce écrite par ton passé, jouée en boucle dans ton présent. Mais qui est le véritable auteur? Et est-il encore temps de reprendre la plume? Dans la section suivante, nous allons descendre plus profondément
dans les racines psychologiques et philosophiques de cette emprise invisible. Tu verras pourquoi tu n'es pas seul. Et pourquoi ce mal est si universel. L'enfant intérieur dont nous avons parlé n'est pas une simple métaphore poétique. C'est une réalité psychologique profonde, une entité vivante dans ton inconscient, modelée par tes premières expériences, nourrie par tes besoins émotionnels et façonnée par les absences, surtout celles que tu n'as jamais su nommer. Carl Jung, dans ses travaux sur l'inconscient, parlait du soi comme d'un être fracturé, souvent divisé entre ce que nous montrons au monde, la persona, et ce que nous refoulons, l'ombre. Or, au cœur de cette ombre réside l'enfant blessé, non pas un souvenir flou, mais un programme actif, un moteur émotionnel primitif, souvent figé dans la peur, le manque ou le rejet. Et voici le piège. Cet enfant n'a pas seulement vécu la souffrance, il en a tiré des conclusions. Et ces conclusions sont devenues les lois invisibles de ton monde. Si je pleure, on m'abandonne. Si je parle, je dérange. Si je réussis, je serai puni. Si je montre qui je suis, je serai rejeté. Ces lois ne sont pas logiques. Elles ne sont pas conscientes, mais elles opèrent, silencieusement, à travers chacun de tes choix, de tes relations, de tes réactions. Tu ne les entends pas, mais elles te guident comme des rails invisibles que tu prends pour de la liberté. Friedrich Nietzsche disait « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. » Et quelle est ta toute première interprétation du monde, celle que tu as faite enfant, quand tu n'avais pas encore les mots, mais que ton corps, ton cœur et ton cerveau en développement essayaient désespérément de comprendre comment survivre ici. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est donc pas toujours en lien avec la réalité. C'est souvent une réaction archaïque à un danger passé. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre un parent indifférent et un patron froid, entre une punition injuste d'hier et un regard critique aujourd'hui. Il tire les mêmes sonnettes d'alarme. Et si l'on creuse encore, on découvre que cette programmation est renforcée par la société elle-même. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, parlait d'un futur où les gens seraient conditionnés dès la naissance pour aimer leur servitude. Nous y sommes, pas avec des machines, mais avec des messages constants. Sois gentil, sois productif, sois performant. Ne ressens pas trop, ne dérange pas, sois normal. C'est ainsi que l'enfant blessé devient un adulte déconnecté. Il ne sent plus ses vrais besoins. Il agit par réflexe. Il adapte son comportement pour être aimé, même au prix de son authenticité. Il s'oublie pour correspondre, mais l'oubli de soi n'est pas neutre. Il génère du vide, et ce vide cherche à être comblé, souvent par des addictions, au travail, à l'amour, au réseau, à la reconnaissance. Gabor Maté, spécialiste des dépendances, le dit clairement. Ce que nous appelons addiction, ce n'est pas la recherche du plaisir, mais la fuite de la douleur. Et quelle douleur fuyons-nous? Celle de l'enfance, celle d'avoir été ignoré, incompris, conditionné, celle de n'avoir jamais pu être soi, sans conséquence. C'est pourquoi tu te retrouves aujourd'hui à répéter des schémas que tu ne comprends pas. Tu attires des partenaires qui te rejettent, comme tes parents t'ont négligé. Tu te sabotes au moment même où tu touches au succès, parce que ce succès te fait peur. Peur de perdre l'amour, peur de sortir du moule, peur d'exister vraiment. Jean-Paul Sartre écrivait que l'homme est condamné à être libre, mais il oubliait de dire que la liberté commence là où l'on cesse d'obéir aux fantômes du passé. Il y a une vérité que peu de gens veulent entendre. La majorité de ce que nous appelons caractère, goût, peur ou même valeur ne sont pas nôtres. Ils sont le résultat d'une adaptation. Ils sont les vêtements que l'enfant intérieur a appris à porter pour ne pas mourir émotionnellement. Et ces vêtements, tu les portes encore. Ils sont devenus ta seconde peau.
Ils sont confortables, familiers, mais ils t'étouffent. Tu peux penser que tu as grandi, mais as-tu guéri? Tu peux croire que tu as choisi ta vie, mais as-tu eu le choix, vraiment? Ou as-tu simplement pris la voie qui te semblait la moins dangereuse? C'est ici que réside le cœur du problème. On ne peut pas changer ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas, c'est cette empreinte silencieuse de l'enfance sur tout ce que l'on croit être. Tu crois fuir un échec? Tu fuis peut-être un père critique? Tu crois vouloir réussir? Tu veux peut-être prouver à ta mère que tu en vaux la peine. Tu crois que tu es rationnel? Tu es peut-être juste émotionnellement blindé. Et si tu as ressenti de la résistance en lisant ces lignes, c'est normal. Le système se défend. Il protège ses fondations. Parce qu'admettre que tu vis encore selon des règles que tu n'as pas choisies, c'est reconnaître que ta liberté n'est qu'une illusion. Mais c'est aussi là que commence la libération. Dans la section suivante, nous allons explorer les conséquences invisibles de cette programmation. Comment ce passé que tu ignores façonne en secret ta perception du monde, tes relations, et même ta capacité à être heureux. Tu vas découvrir que ce n'est pas simplement une blessure intérieure, c'est un système entier qui te retient dans l'ombre. Tu marches dans la rue, le regard droit, les écouteurs dans les oreilles, concentré sur ta destination. Tu crois avancer, tu crois décider, mais en réalité, ton esprit est ailleurs, prisonnier d'un schéma invisible, un schéma qui colore ta perception de la réalité, t'éloigne du présent et distord ce que tu crois être vrai. Et ce schéma, tu ne le vois pas, parce qu'il a toujours été là. La plus grande illusion, c'est de croire que l'on vit dans le monde tel qu'il est. En réalité, chacun vit dans un monde filtré par ses blessures, ses croyances, ses conditionnements précoces. Et ces filtres ne sont pas choisis consciemment. Ils s'imposent, ils s'impriment en toi dans les premières années de ta vie, quand ton cerveau est une éponge et que ton cœur est un champ nu, prêt à accueillir tout ce qu'on y plante, même les graines du doute, du manque ou du rejet. Tu penses peut-être que ton anxiété est liée à ton travail ou que ta jalousie est un simple trait de caractère. Tu crois que ta peur de parler en public est rationnelle. Tu t'auto-diagnostiques, hypersensible, introverti, perfectionniste. Mais la vérité est plus brutale. Tu es conditionné à associer la réussite à la solitude, la visibilité à la honte, l'amour à la douleur, l'erreur à la punition. Et plus encore, tu es programmé pour rejouer le passé, encore et encore, non pas parce que tu es masochiste, mais parce que ton système nerveux cherche la cohérence. Ce qui est familier, même si c'est destructeur, te semble plus sûr que ce qui est inconnu. Tu cherches inconsciemment les mêmes types de partenaires que ceux qui t'ont blessé, parce que ton corps, ton inconscient, veut réparer ce trauma. Tu sabotes tes projets, parce qu'enfant, on t'a appris que briller, c'est s'exposer. Tu ne ressens plus rien de profond, parce que tu as fermé tes émotions depuis des années pour survivre. Et le pire, ce cercle vicieux est invisible. Tu ne le vois pas parce qu'il s'exprime comme toi. Il parle ta langue. Il pense avec ta voix intérieure. Il se cache derrière des pensées apparemment logiques, mais qui ne sont que des justifications construites pour éviter l'inconfort de la vérité. C'est ce que la psychologie cognitive appelle les biais de confirmation. Tu cherches, inconsciemment, des preuves que tu ne mérites pas mieux, que les autres sont dangereux, que le monde est dur, que tu dois rester vigilant, et ainsi, tu renforces le schéma. Tu construis une prison, et tu t'y enfermes avec une clé que tu tiens toi-même. Mais ce n'est pas qu'un problème individuel. Cette dynamique est partout. Elle est dans les relations toxiques que tu tolères, dans les choix de carrière que tu fais pour être raisonnable, dans les silences que tu t'imposes pour ne pas faire d'histoire. La société, elle aussi, est le reflet de ces blessures. Elle récompense ceux qui jouent le jeu. Même s'ils souffrent, elle glorifie le contrôle émotionnel, le sacrifice, l'image. Elle étouffe la vulnérabilité. Elle te pousse à performer, à t'adapter, à rentrer dans des cases. Et plus tu t'éloignes de ton essence, plus tu es applaudi. Mais à quel prix? Arthur Schopenhauer,
disait que la souffrance est inhérente à la condition humaine, mais il précisait que cette souffrance devient tragique lorsqu'elle est ignorée. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous ignorons la source. Nous maquillons les symptômes. Fatigue chronique? On te dira de prendre des vitamines. Vide existentiel? Achète quelque chose. Solitude profonde? Sors. Amuse-toi. Poste une story. Mais à aucun moment on ne t'invite à regarder dedans. Parce que regarder dedans, c'est ouvrir une porte. Et derrière cette porte, il y a le chaos. Il y a l'enfant. Il y a les souvenirs que tu as appris à enfouir. Il y a la vérité que personne ne veut affronter. Ce n'est pas toi qui vis ta vie. C'est ta blessure qui la vit à ta place. Alors tu vis dans une boucle. Tu veux aimer, mais tu te protèges. Tu veux réussir, mais tu doutes. Tu veux être libre, mais tu as peur. Et chaque action, chaque choix, chaque émotion devient une répétition de ton passé, jusqu'à ce que quelque chose en toi dise « assez ». Mais peu de gens entendent cet appel, parce qu'il demande du courage, pas le courage de changer, le courage de regarder, de te confronter à la vérité, de revisiter ton histoire, non pas comme une simple biographie, mais comme un code source, un système d'exploitation caché, un langage émotionnel ancien qui influence ton présent à chaque instant. Il ne s'agit pas ici de blâmer, ni tes parents, ni toi-même. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais il est temps de voir. Ce qui n'a pas été guéri en toi se répète en toi, et ce qui se répète devient ta vie. Nietzsche écrivait sur l'éternel retour. L'idée que tout ce que nous vivons est destiné à se répéter à l'infini jusqu'à ce que nous le transformions. Ce n'est pas qu'une philosophie, c'est une réalité psychologique. Tant que tu ne changes pas la racine, la même fleur pousse, encore et encore. Alors, que faire? Briser le cercle? Mais comment? Tout semble si profondément enraciné, si confus, si insaisissable. Et pourtant, une autre voie existe. Une voie radicale, brutale parfois, mais libératrice. Une voie de rupture. Dans la section suivante, nous allons découvrir cette voie, la rébellion. Comment rompre avec le passé? Comment défier le conditionnement? Comment redevenir auteur de ta propre vie? Tu as regardé dans l'abîme. Tu as vu l'enfant blessé qui tire les ficelles de ton présent. Tu as reconnu les chaînes invisibles de ton passé. Maintenant, la question se pose. Que faire quand tu réalises que ton existence est un scénario que tu n'as pas écrit? C'est ici que commence la rébellion. Mais attention, ce n'est pas une rébellion extérieure. Ce n'est pas un cri contre le monde. C'est une guerre silencieuse contre les illusions que tu portes en toi. C'est le refus de continuer à marcher en pilote automatique. C'est une déclaration. Je ne veux plus vivre la vie qu'on m'a programmée à vivre. Et cette rupture commence par un acte simple, mais bouleversant. Observer. Observer sans juger. Observer sans fuir. Observer ce qui te contrôle pour reprendre le contrôle. Imagine chaque pensée que tu as aujourd'hui. Je ne suis pas assez bon. Je dois plaire pour être aimé. Je n'ai pas le droit d'échouer. N'est pas toi. C'est une voix apprise, une voix héritée. Et si tu ne l'interroges pas, tu la crois, tu la vis. C'est pourquoi Carl Jung insistait sur l'importance de rendre conscient l'inconscient. Sinon, disait-il, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. C'est là que commence la transformation, dans cette capacité à dire non. Non à cette voix automatique. Non à cette image de toi que tu n'as jamais choisie. Non à cette répétition du passé. Mais comment se libérer d'un fantôme qu'on ne peut pas toucher? Par la conscience, par la lente, douloureuse, mais puissante, montée en lucidité. Tu commences à remarquer quand tu t'auto-sabotes,
quand tu t'excuses d'exister, quand tu fais passer les autres avant toi, quand tu choisis la sécurité plutôt que l'élan. Et à chaque fois, tu respires, tu ne luttes pas, tu n'essaies pas de te changer d'un coup. Tu regardes, parce que voir, c'est déjà commencer à dissoudre. Ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu regardes en face se transforme. Carl Jung. La véritable rébellion, ce n'est pas d'être plus fort, c'est d'oser être vulnérable, c'est de ressentir ce que tu as anesthésié pendant des années, c'est d'ouvrir les vannes, de laisser remonter la peur, la colère, la tristesse, et de les accueillir comme des messagers, non comme des ennemis. Ce chemin, peu le prennent, parce qu'il ne flatte pas l'ego. Il n'est pas sexy. Il ne promet pas des résultats rapides, mais il mène quelque part, vers une vie non pas parfaite, mais vraie. Jean-Paul Sartre affirmait que l'homme est condamné à être libre. Cela signifie que tu as toujours le choix, même si ce choix fait peur. Et parfois, la liberté commence par le choix de ne plus croire à ses propres pensées, de remettre en question les dogmes que l'enfance a imprimés dans ta chair. Et puis, vient un moment décisif, celui où tu refuses de te trahir encore une fois. Ce moment où tu dis non à ce rendez-vous qui ne te respecte pas, où tu dis ce que tu ressens, même si ta voix tremble, où tu oses dire « je ne sais pas »,« je ne veux pas » ou « je suis fatigué ». Ce sont des petits gestes extérieurs, mais de grands pas intérieurs. C'est le début d'un nouveau langage, celui de l'authenticité. Mais attention, le système va résister. Ton système intérieur, tes vieux réflexes, ton entourage peut-être. Parce que lorsque tu changes, tu déranges. Et surtout, tu te déranges toi-même. Tu découvriras que certaines personnes te préféraient docile, effacé, adaptable. Tu verras que certaines relations ne survivent pas à ta vérité. Mais c'est le prix de la liberté. Et c'est un prix que tu peux choisir de payer ou non. Regarde autour de toi. Les plus libres, les plus vivants sont ceux qui ont traversé l'enfer de leur propre conditionnement. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont réels. Ils ne vivent pas pour plaire. Ils n'attendent plus l'approbation. Ils ne courent plus après l'amour. Ils l'incarnent. Ils ne fuient plus la peur. Ils l'écoutent. Et ils sont en paix, non pas parce que la vie est douce, mais parce qu'ils ont cessé de se fuir. Toi aussi, tu peux marcher ce chemin. Mais il te faudra du courage, pas celui d'affronter le monde, mais celui d'affronter toi-même. Revenir à l'intérieur, revisiter les souvenirs, réapprendre à ressentir, réécrire le récit. C'est une œuvre de reconstruction lente, mais sacrée. Et à chaque étape, tu redeviens plus toi. Pas l'enfant blessé, pas l'adulte conditionné, mais l'être libre que tu n'as jamais cessé d'être. Tu veux changer ta vie? Alors commence par ce qui la fabrique, ton regard. Vois autrement, ressens autrement, choisis autrement. Et bientôt, le monde autour de toi changera. Non parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu n'es plus le même. Dans la dernière section, nous plongerons encore plus loin. Nous irons jusqu'à l'ultime vérité, celle qui redéfinit tout, celle qui te libère non seulement du passé, mais du besoin même d'en guérir. Tu croyais que ton passé était ton fardeau? Tu pensais qu'il fallait le réparer, le comprendre, le dépasser? Mais si la vérité la plus profonde, c'était que tu n'as rien à réparer. Imagine un instant. Et si tu n'étais jamais brisé? Et si tu n'avais jamais été insuffisant? Et si le vrai mensonge n'était pas ce que tu crois de toi, mais le fait que tu penses devoir changer pour mériter d'exister pleinement? Le conditionnement de l'enfance ne te fait pas seulement souffrir,
Il t'a aussi convaincu que tu dois mériter l'amour, que tu dois te prouver, que tu dois lutter pour être quelqu'un. Mais la vérité, la plus radicale, la plus silencieuse, la plus choquante, c'est que tu es déjà tout. Pas en tant qu'ego, pas en tant qu'identité sociale, mais en tant que présence vivante, consciente, libre. Tu n'as jamais été cet enfant rejeté. Tu es celui qui observe cet enfant. Tu n'es pas ta douleur. Tu es celui qui sent la douleur. Et ce tu-là, il est intouchable. Voilà la vérité ultime. Tu n'es pas ton passé. Tu es celui qui le regarde. Et tant que tu crois être l'histoire, tu souffres. Mais dès que tu te rappelles que tu es la conscience dans laquelle cette histoire se déroule, tu redeviens libre. Cette vérité, les mystiques de toute tradition l'ont pointée. Les existentialistes, comme Sartre, l'ont suggéré en parlant de l'être pour soi. Les psychanalystes, comme Jung, l'ont exploré à travers l'intégration de l'ombre. Mais personne ne peut te la transmettre. Tu dois la vivre. Tu dois t'y réveiller. Non dans ta tête, mais dans ton expérience directe. Regarde-toi dans le miroir. Pas tes traits, pas ton style. Regarde derrière les yeux. Qui regarde? Qui est là, silencieux, immobile, témoin de tout ce que tu vis? Ce n'est pas l'enfant blessé. Ce n'est pas l'adulte pressé. C'est la présence. C'est toi, au-delà de toutes les histoires. Et cette présence n'a pas besoin d'être validée. Elle est. Elle suffit. Tu as passé ta vie à courir après une reconnaissance que tu avais déjà perdue en oubliant qui tu es. Tu as tenté de guérir ce qui n'a jamais été malade. Tu as tenté d'être complet alors que tu ne t'étais jamais quitté, sauf dans ton mental. Et voilà ce que personne ne te dit. Ce n'est pas la guérison qui t'amène à la liberté. C'est la liberté qui te permet de guérir. Quand tu cesses de vouloir changer ton passé, il s'adoucit. Quand tu ne t'identifies plus à ta blessure, elle devient sagesse. Quand tu ne joues plus le rôle de la victime, tu retrouves le pouvoir de créer. La conscience ne juge pas, elle voit, elle éclaire, elle contient tout. Et dans cette lumière, même les pires douleurs deviennent compréhensibles. Tu veux transformer ta vie? Alors cesse de croire qu'elle doit être différente. Regarde-la comme un rêve dont tu te réveilles. Non pour l'effacer, mais pour le comprendre, pour en extraire le nectar, pour honorer le fait que même les cicatrices ont servi à quelque chose, à te réveiller. Et c'est ça, le point culminant. Tu ne guéris pas en résolvant tout. Tu guéris en réalisant que tu n'étais jamais séparé de toi-même. Regarde ton passé avec tendresse, avec gratitude même, parce qu'il t'a mené ici, à cet instant précis, où tu lis ces mots, non par hasard, mais parce que quelque chose en toi sait. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas ce que tu crois de toi. Tu es l'espace dans lequel toutes ces croyances apparaissent. Et cet espace est immense, libre, indestructible. Alors, que faire maintenant? Rien. Sois, observe, respire, et laisse tomber, un à un, les masques, les rôles, les définitions. Tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu as besoin d'être réel. Et dans cette réalité nue, brute, sans phare, se trouve une puissance immense, celle d'un être humain qui n'a plus peur d'être lui-même. Ce que vous êtes est tellement bruyant que je n'entends pas ce que vous dites. Ralph Waldo Emerson. Sois tellement toi-même que ton être parle avant même tes mots. Sois tellement libre que même tes blessures deviennent lumière. Et quand un jour tu croiseras quelqu'un et que tu verras dans ses yeux la même souffrance que la tienne, tu n'essaieras pas de le réparer. Tu l'aimeras tel qu'il est. Parce que tu sauras qu'il n'est pas ce qu'il croit. Tu sauras qu'il est, comme toi, un miracle qui s'ignore. Voilà la vérité ultime. Tu n'as jamais été perdu,
tu t'es seulement oublié. Et aujourd'hui, tu te souviens. Bienvenue à la maison.